Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes sur le toit du Casino Barrière. C'est ici que 250 000 abeilles ont trouvé refuge. Objectif, entretenir la biodiversité et réduire l'impact écologique du casino. Nous irons ensuite du côté du tribunal de grande instance. 193 anciens salariés de l'entreprise Molex attaquent la direction pour licenciement sans cause réelle. Enfin, nous nous pencherons sur le cas du non-cumul des mandats des députés. À Toulouse, les parlementaires de droite et de gauche semblent d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Christophe Borgel et Jean-Luc Boudinck s'expliquent. C'était un moment très attendu par les anciens salariés de l'usine Molex de Villemur-sur-Tarn. Ce matin, 190 d'entre eux ont enfin pu contester le bien fondé de leur licenciement devant le Conseil des prud'hommes, délocalisé au palais de justice faute de place. L'avocat des Molex a plaidé plus d'une heure et demie. Quand on parle de patron voyou, je crois que ce propos est parfaitement illustré par ce qui s'est passé dans cette affaire. La moyenne de l'ancienneté des salariés, c'est 25 ans. Et quand on a 25 ans d'ancienneté dans une société, avec une rémunération de l'ordre de 2 600 € en moyenne par mois, il est naturel que l'on ne se contente pas de réclamer 6 mois de salaire. Nous sommes entre 100 et 150 000 € pour ces salariés-là. Je demande que la condamnation prononcée le soit conjointement à l'encontre de la société Molex, de la SARL Molex qui employait les salariés, mais également de la maison mère, c'est-à-dire la société Molex Inc. L'avocate de la société Molex n'a pas voulu s'exprimer. À la sortie du tribunal, les avis sont unanimes et tous les espoirs sont permis. C'était un jour important aujourd'hui, il y a eu enfin une plaidoirie sur le fond. Tout le monde reconnaît qu'il faut payer, mais personne ne veut payer. Maître Danjean nous a bien défendus. Et je pense que ça va dans le bon sens. Tout le monde a défendu son beefsteak apparemment. Bon, maintenant je ne sais pas comment ça va se passer, on va attendre la date. J'espère que pour nous, pour les salariés de Molex, tout se passera bien. Puis bon, on va croiser les doigts. On est confiant à la justice. La défense, aucun argument. Elle n'a fourni aucun argument, elle s'est référée qu'à des articles. Elle n'a pas contredit notre avocat ni rien, elle a aucun point, elle n'a rien en main. Je pense qu'il n'y en a rien à dire. Rien à dire. Je les plains. C'est tout. Sur les 283 salariés que comptait Molex, environ 50 n'ont toujours pas trouvé de travail et sont en fin de droit à Pôle emploi. Et nombreux sont ceux qui ont obtenu des emplois précaires ou à temps partiel. Le Conseil des prud'hommes a mis sa décision en délibéré au 5 décembre prochain. Le projet de loi sur le non-cumul des mandats a été adopté mardi 9 juillet à l'Assemblée nationale par 300 voix contre 228. À partir de 2017, un parlementaire ne pourra plus exercer de mandat exécutif local. Christophe Borgel se dit heureux du vote et défend l'échéance de 2017. Avis de constitutionnaliste à l'appui. Ils nous ont tous dit ce qui donne le maximum de sécurité juridique au texte. C'est une application en 2017, c'est-à-dire à la fin du mandat parlementaire en cours, avec l'idée qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de mandat parlementaire. Je crois qu'il faut considérer qu'on a une loi forte, autant ne pas la fragiliser pour gagner 2 ans d'application, 2 ans et demi d'application. Jean-Luc Boudinck avait assujetti son vote à l'adoption d'un amendement demandant le non-cumul dès 2014. Pour lui, l'échéance est trop lointaine. Soit on considère qu'il faut limiter le cumul, à ce moment-là on le limite de suite, soit on ne le limite pas. Je considère qu'on est à nouveau rentré dans une posture politicienne et que le Parti socialiste tient un double langage sur le cumul des mandats. D'un côté, il est pour, mais en même temps, il retarde sans arrêt l'application de ce principe d'interdiction. Actuellement, 338 députés sur 577 et 211 sénateurs sur 348 sont des cumulards. 65% des députés masculins cumulent contre 25% de leurs homologues féminins. Vous connaissez sans doute déjà l'abeille des champs, mais voici que déboule l'abeille des villes. Ce jeudi a eu lieu l'inauguration de 3 ruches de plus de 80 000 abeilles chacune, et ce sur le toit du Casino Barrière. Entre le périphérique, les balcons d'immeubles et les espaces verts, les butineuses se sentent comme chez elles. L'avantage qu'il y a en ville, c'est que vous avez déjà une température plus élevée qu'en campagne. Vous avez un état thermique de 2 degrés de plus par rapport à la campagne. Et l'avantage qu'il y a, c'est que surtout vous avez des floraisons qui sont tout le temps espacées. On a le néphis du Japon qui apporte à nos demoiselles du pollen, même au mois de décembre. Quand on voit ça, on se dit vraiment la ville est vraiment, apporte vraiment
une biodiversité importante. Une grande histoire d'amour donc entre les abeilles et la métropole, avec l'utilisation de plus en plus massive de produits phytomortuaires pour l'agriculture. Les insectes pollinisateurs se replient sur les villes. Pour Éric Darago, directeur général du Casino, il est normal que les abeilles profitent du parc. Vous voyez autour de nous, il n'y a que des champs et le parc et l'île du Ramier, donc c'est vraiment propice pour le développement des abeilles. Elles sont toutes seules ici, elles ne seront pas embêtées du tout. Quelques coups d'enfumoir et c'est le lâcher des abeilles. Comme une ouverture des soldes, c'est la période. Elles s'élancent pour un tour de chauffe. Si tout se passe bien, le rucher devrait produire 30 kg de miel pour cet été. Auparavant, inscription à la fac rimait avec queue interminable. Du coup, l'université UT1 Capitole a décidé d'innover cette année en mettant en place une préinscription sur Internet. Pour les primo-rentrants, l'étape retrait de dossier papier est donc supprimée. Simplement venir nous rencontrer lors d'un rendez-vous d'inscription qui leur est donné directement par l'application. Et à ce rendez-vous, on n'aura tout simplement qu'à contrôler les informations qu'ils ont renseignées eux-mêmes et leur demander d'acquitter les droits d'inscription pour l'année 2013-2014. Ainsi, il devrait être près de 80% cette année à passer par Internet pour s'inscrire. Dans la salle des pas perdus, malgré tout, nombreux sont ceux qui, accompagnés de leurs parents, sont venus chercher des réponses à l'angoisse de la rentrée. Vu qu'on ne connaît rien, on ne sait pas encore comment ça va être. Du coup, c'est bien d'avoir des conseils. Bon, c'est quelques heures qu'on consacre à ça, c'est-à-dire à l'intégration dans l'université. On va aussi essayer de trouver un logement, etc. Donc oui, c'est bien. Moi, je suis contente de partager ça avec elle. Je ne sais pas si c'est le cas pour elle, mais moi, oui. On se débrouille un peu avec Internet, mais bon, on vient chercher quand même le dossier, quoi. Parce qu'on doit venir aussi pour un appartement. Oui, non, ça a été très simple. J'ai juste eu besoin de m'inscrire sur Internet, de demander mes vœux et on m'a dit où j'étais acceptée et j'ai juste accepté comme ça a été très, très simple. On est loin, donc on ne vient pas très souvent. Là, on a profité des grandes vacances, donc on la voit que pendant les vacances. Donc de pouvoir l'imaginer dans son environnement physique, où est-ce qu'elle évolue, c'est important, c'est rassurant. En tout, ils seront 15 000 à s'inscrire à l'Université de Sciences Sociales cette année. Pour les bacheliers, la clôture des inscriptions sera le 30 août. Pour tous les autres, ce sera le 6 septembre. Le meilleur chocolat, c'est celui que l'on aime et pour l'aimer, il faut bien le connaître. Pour guider petits et grands dans leur consommation, rien de mieux qu'un maître chocolatier. Au Muséum de Toulouse, Jean-Pierre Dujon-Lombard propose jusqu'à demain de découvrir les différentes étapes de fabrication du chocolat et de mieux saisir les enjeux économiques de la filière cacao face à une consommation qui ne cesse de croître. Le chocolatier, il utilise du chocolat de couverture qu'il va transformer en barres, en tablettes, en petits chocolats. Mais à travers le monde, et puis quelques enseignes en France, ont recommencé la transformation du chocolat. C'est-à-dire qu'ils ont acheté aux négociants des fèves qu'ils ont transformées en chocolat. C'est assez complexe, c'est très difficile en termes gustatifs, mais c'est une piste aujourd'hui qui semblerait à une horizon de 5-10 ans puisse se généraliser, en tout cas dans les grandes villes de France. Vient le moment de déguster les produits de la filière, fèves concassées, beurre et poudre de cacao, étape obligatoire avant l'extase du petit carré de chocolat. Et ça va permettre aux gens de mémoriser des références pour après trouver dans les couvertures très équilibrées pourquoi ça a des notes de fleurs, pourquoi ça a des notes de fruits. Ça se trouve dans les produits bruts de la filière. Gourmand ou gourmet, chacun repartira mieux informé pour déguster le chocolat comme il se doit. Et les plus raisonnables ne sont pas toujours ce qu'on croit. Une tablette de chocolat ne dure pas longtemps. Je dois manger 2 tablettes par semaine. Tous les jours. Tous les jours. Je n'aime pas trop manger beaucoup de choses d'affilée. Oui.